O bibliotecário e historiador do livro Ian Sordet é diretor da Biblioteca Mazarini, a mais antiga instituição francesa de leitura pública localizada em Paris. Em sua monumental História do Livro e da Edição, recém-publicada no Brasil, Sordet percorreu os diversos ecossistemas de produção e circulação do livro, desde as tabuletas de argila e os rolos de papiro, até os suportes digitais, que hoje disputam espaço com o livro impresso tradicional. Monsieur Ian Sordet, votre livre s'appelle Histoire du livre et de l'édition. Quel est le rôle du processus d'édition et du métier de l'éditeur dans l'histoire du livre en tant que forme et support? Oui, alors c'est une histoire du livre et de l'édition. Plus exactement, c'est une histoire de l'ensemble de la communication écrite, qu'elle soit manuscrite ou imprimée ou numérique et dématérialisée, sur un temps très long, puisqu'elle commence au 3e millénaire avant Jésus-Christ avec l'invention de l'écriture et des écritures, et puisqu'elle va jusqu'à nos jours en ce temps de dématérialisation, de coexistence de la production imprimée et de la production électronique. Histoire du livre et de l'édition, parce que justement les acteurs que sont les éditeurs, quels qu'ils soient au sens large, est extrêmement importante. Et à diverses périodes et de divers points de vue. Ces professionnels, dont l'expertise, dont l'organisation de travail se perfectionne au fil du temps, sont des véritables intermédiaires entre les auteurs et le public des consommateurs. Donc l'invention de l'imprimerie et son succès est vraiment due à l'association, la joint-venture, la joint venture de trois compétences, de trois individus. Gutenberg, qui est l'ingénieur, qui est un spécialiste du métal. N'oublions pas qu'il a déjà été orfèvre avant de s'intéresser aux mécanismes de reproduction des textes et avant d'inventer le principe de l'imprimerie à caractère mobile métallique. Mais il n'est pas seul. Tout seul, il n'aurait pas pu assurer le succès de cette invention puisqu'il est associé avec deux autres personnages qui sont très, très intéressants. Il y a Jean Fust. Alors Jean Fust, c'est le financier, c'est le banquier, c'est celui qui va apporter le capital, il va apporter l'argent, il va financer cette entreprise pour qu'elle aille au bout de ses recherches et qu'elle aille au terme de ce grand projet qui est celui quand même d'une invention technologique et de l'impression d'une Bible, la Bible dite de Gutenberg. C'est lui aussi, ce financier, qui va introduire la notion de risque, la notion marchande. Et puis il y a un troisième personnage aussi qui a un rôle important, c'est Peter Schoeffer. Alors Peter Schoeffer, c'est un peu l'intellectuel et l'artiste. Il a été calligraphe, donc il a aussi travaillé pour la production manuscrite. Il vient du livre ancien, c'est-à-dire du livre manuscrit. C'est aussi un universitaire, donc il a cette formation d'intellectuel. Ne pas oublier que l'invention de l'imprimerie, ça n'est pas que Gutenberg. Gutenberg, c'est la star érigée en tant que telle par l'historiographie, mais ces trois compétences et cette association de compétences, on va la retrouver de manière très concurrente dans l'ensemble de l'histoire du livre imprimé. Selon vous, quels sont les grands tournants de l'histoire du livre? On parle de tournant, on parle d'évolution, on parle aussi de révolution. Donc un peu traditionnellement, l'historiographie a mis en relief un certain nombre de grandes séquences pensées comme des révolutions ou en tout cas des mutations majeures. Il y a bien sûr l'invention de l'écriture et le développement du principe de l'écriture à partir de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il va y avoir ensuite la mise au point du volumen, c'est-à-dire le livre sous forme de rouleau, donc un rouleau d'un support qui n'est pas le papier, qui n'est pas le parchemin, mais qui est le papyrus. Ensuite, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et les 2e, 3e siècles après Jésus-Christ, il y a aussi une autre révolution qui amène le rouleau à progressivement disparaître pour être remplacé par le codex. Et le codex, c'est ce livre relié de format quadrangulaire. C'est aussi notre représentation mentale de l'objet livre. Aujourd'hui encore, très largement, quand nous pensons livre, nous pensons à cet objet, le codex. À partir du 12e, 13e siècle, le développement et la professionnalisation des producteurs de manuscrits, avec des copistes. Au scriptorium. Voilà, effectivement, la fabrique du livre ne s'exerce plus seulement dans les scriptoria, c'est-à-dire dans les ateliers des
monastères, mais elle commence à se faire dans des ateliers urbains et elle commence à desservir une clientèle privée. Elle produit davantage de livres profanes. Et puis après, bien sûr, la Révolution, à la fin du Moyen-Âge et à la veille de la Renaissance, la Révolution de l'invention de l'imprimerie, et puis citons également d'autres moments importants. À partir de la fin du XVIIIe ensuite et début XIXe siècle, le début de la révolution industrielle où on abandonne le principe d'une production artisanale du livre. Et puis il y a bien évidemment la révolution dans laquelle nous vivons, qui est la révolution de la dématérialisation, de la transformation du livre. On pourra revenir sur le sujet, en tout cas, qui est lié à l'irruption des formats numériques. Alors, le tout est de savoir s'il s'agit vraiment de révolution. La révolution, c'est la transformation d'un état par un autre, la substitution d'un objet à un autre. Est-ce qu'on assiste vraiment à des révolutions ? Moi, je ne crois pas. Moi, j'insiste plutôt dans mon ouvrage sur un processus d'hybridation. À chaque fois, sur chacune de ces grandes césures, on a une hybridation, c'est-à-dire une diversification de la production matérielle du livre et des textes. L'invention de l'imprimerie, ça n'est pas la mort du manuscrit. Bien au contraire, on va continuer très longtemps à produire, pour des tas de raisons, des livres manuscrits. Donc, hybridation. Comment cet écosystème du livre, dès le codex jusqu'au livre au sens moderne, a modifié notre façon d'écrire, de lire, voire de penser? De toute évidence, les grandes révolutions vont introduire des formes nouvelles de présentation et de mise en forme des textes. Et ces formes nouvelles de présentation et de mise en forme des textes vont avoir une conséquence sur le fonctionnement cérébral des communautés de lecteurs et sur l'organisation des savoirs. Bon, il y a plusieurs exemples qui sont assez révélateurs à travers les âges, mais on voit notamment qu'à partir de la fin du XVIe et au XVIIe siècle, on se met à privilégier une organisation de plus en plus rationnelle de l'organisation de l'espace paginal, dans lequel on va privilégier comme seul élément ou comme principal élément de structuration, on va utiliser le blanc. Voilà, il y a du blanc et du noir. Ne plus utiliser des bandeaux, des lignes, des ornementations, de la couleur, mais utiliser comme instrument de mise en page principal le blanc, et notamment dans son alternance avec le noir, pour bien donner à voir les grandes séquences, les grandes articulations de textes, qu'il s'agisse de traités théologiques, de traités de mathématiques ou de littérature, de divertissement, de fiction. Donc on aboutit à une rationalisation visuelle de la mise en page. Et en fait, il faut garder à l'esprit que cette rationalisation visuelle de la mise en page, elle est tout à fait contemporaine du développement de la rationalisation dans la perception de l'espace, avec le développement de la cartographie, par exemple, avec le développement des sciences mathématiques et des modes de notation mathématique. Donc là, de toute évidence, l'évolution visuelle de la mise en texte et de la mise en livre est tout à fait liée au développement de l'abstraction dans les schémas de représentation humaine.